Merci Farid pour ta belle présentation. Et ça fait plaisir de te revoir. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Nous, rhumatologues, quand je peux le dire, on est sceptique à infiltrer au voisinage d'une infiltration. Tu nous dis ponction et infiltration. Qu'est-ce- Non, quand je dis ponction, alors je me suis mal exprimé. C'est quand tu veux faire le diagnostic d'une infection. D'accord, Donc tu ponctionnes, mais tu ponctionnes au bloc opératoire. d'accord. Donc, oui. Il y Par avait aussi contre, infiltration. les Donc, infiltrations, quand tu as une tendinite, on infiltre. Seulement, il ne faut pas rentrer dans l'articulation. bah, c'est clair. Donc, quand tu as Voilà, une c'est douleur juste et tu pour. ne sais pas très bien, à ce moment-là, soit tu fais une infiltration éco-guidée, tu peux avoir un psoas, tu peux avoir un fessier, tu peux les infiltrer. Il ne faut pas D'accord. rentrer dans l'articulation, c'est tout. C'est juste pour l'assistance jeune avec nous, Tu pour as raison, préciser. Ouais. de bien préciser. En tout cas, ça me fait plaisir de te revoir Docteur aussi. Niaman. Bonjour Farid. Bonjour, ça va? Plaisir de te voir. On observe chez les patients en post-opératoire immédiat une cinétique un peu particulière de la CRP qui augmente, la C-réactive protéine augmente en post-opératoire immédiat et ça nous inquiète énormément parce que généralement c'est des patients de la famille. Comment est-ce que vous gérez cette période où vous avez des CRP qui frôlent les 80 jusqu'à 100 mg par litre et que vous dites que c'est la réaction inflammatoire, ce n'est pas l'infection. Comment vous faites? D'abord, on ne fait pas de CRP. On fait la CRP si on nous oblige. Mais là, quand on est avec des médecins, ils nous obligent à faire la CRP. C'est ça. Alors, c'est vrai, c'est une très bonne question parce qu'on le vit. Moi, j'ai reçu hier une patiente qui était très inquiète parce qu'elle a un entourage médicalisé, et c'est rouge, c'est inflammatoire, elle a mal, mais on l'a opérée il y a 8 jours. Alors, moi, la première chose, c'est écouter le patient. Il faut le voir. Il faut être sûr qu'il mobilise son genou ou sa hanche. Il faut être sûr qu'il marche. Et si la CRP est élevée, ben, tu la refais. C'est-à-dire, on la refait et on patiente. Le plus important, c'est cliniquement. Est-ce qu'il a une douleur? Est-ce qu'il y a un écoulement? Est-ce que, si ça va en s'améliorant, ça s'améliore? D'abord, tu as une agression, c'est très agressif. La technique qu'on fait, c'est très agressif. Tu as un saignement, tu as de l'os, tu as des morceaux d'os qui sont dans le genou, dans la hanche. Tu as du fil résorbable. On utilise beaucoup de fil résorbable qui, lui, tout seul, te donne une réaction inflammatoire. Donc, il faut attendre. Il faut patienter. Mais il faut surveiller. Quand tu as un patient qui te vient avec la CRP-ADA, le plus important, tu dis on va la refaire et on le surveille. À ce moment-là, ces patients particulièrement, si tu veux, moi je le revois toutes les semaines. Comme ça, au moins, s'il y a quelque chose qui apparaît, je lui dis si le moindre doute, tu reviens. Oui, normalement, dans toutes les chirurgies, tu as une augmentation. Mais les prothèses, tu as de l'os, tu as du sang, tu as beaucoup de choses et souvent, ce n'est pas que ça. Tu vois. Madame Zaraq. Bonjour Farid, merci beaucoup, ravi de te revoir. Pourquoi la prothèse de l'épaule n'est pas de mise au Maroc? Est-ce que c'est un savoir-faire ou bien c'est manque de demande Les deux. Et puis, en tout cas, moi, je voulais te remercier en plein public. Mon épaule va bien. Tu m'avais opéré pour un problème de fracture. Voilà. Ça, c'était pas la prothèse, c'était la fracture. Alhamdoulilah. Non, la prothèse, tout ce que vous venez de dire correspond. C'est-à-dire, c'est un problème d'entraînement. Dans les CHU, on n'a pas suffisamment de prothèses, donc on n'en fait pas. Mais le vrai problème, c'est le coût. Une prothèse de hanche coûte 9 000 dirhams. Une prothèse du genou coûte entre 16 000 et 25 000 dirhams. Une prothèse d'épaule coûte 35 000. Donc finalement, déjà, on est limité par le financement. La mutuelle rembourse 16 000 dirhams. Donc finalement, déjà, on a un problème de financement. Et ensuite, comme on n'en a pas beaucoup, moi je vous raconte mon histoire avec l'arthroscopie. C'est équivalent. Moi il y a 20 ans, quand on a amené l'arthroscopie au service, on était 2 à la faire. Et quand on a fait une thèse, il y a mon maître qui était assis à côté de moi, il disait ouais, Ismaël, il veut ouvrir tout, il veut faire tous par arthroscopie. Alors ils allaient le voir. Il disait non, c'est pas la peine, on va vous opérer, c'est plus simple. Donc finalement, il y a aussi
une culture des chirurgiens. Quand moi j'indique une prothèse, le malade va avoir un deuxième avis, ils vont lui dire non, ça vous peut attendre. Mais ça va venir, c'est une évolution normale. C'est normalement 10%, les prothèses d'épaule dans les pays, c'est entre 10 et 20% par rapport aux prothèses du genou et d'épaule. Donc c'est beaucoup moins. Au Maroc, oui. Maintenant, l'arthroscopie, ça a beaucoup évolué. Les implants ne sont pas remboursés, mais ça a beaucoup évolué. Maintenant, on en fait. Dans l'arthroscopie, ça passe, mais c'est 25 000 dirhams, tout compris. Tandis que la prothèse d'épaule, toute seule, coûte 35 000 dirhams. C'est ça, Abdallah. la vraie différence. Merci beaucoup Farid pour ta belle présentation. Moi je voudrais revenir justement à un des freins d'indication pour nous rhumatologues de prothèses. Les malades sont beaucoup réticents. Je ne sais pas de votre côté aussi ce qu'il en est. Et toujours les malades, dès qu'on évoque un peu la prothèse, il y a beaucoup de croyances, beaucoup de craintes. Et je connais toujours quelqu'un qui a été pire après qu'avant. Il y a toujours quelqu'un dans la famille pour qui ça a foiré. Est-ce qu'il y a des statistiques déjà? Est-ce qu'il y a des chiffres marocains un petit peu sur les prothèses? Le chiffre que tu as avancé tout à l'heure nous a un peu interpellés. Tu as dit 10 prothèses par an par chirurgien. C'est très peu. On aura du mal à confier un malade à quelqu'un qui fait 10 prothèses par an. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est une moyenne. J'ai Parce compris, que, ouais. J'ai mis les résidents, j'ai mis les proches, j'ai mis tout le monde. C'est-à-dire, grossièrement, les chirurgiens qui placent beaucoup de prothèses, c'est 50 prothèses par an. 50 à 80 prothèses. Mais ça, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, il n'y en a pas beaucoup. En fait, c'est dans Rabat, tu vas avoir une dizaine de chirurgiens ou une quinzaine de chirurgiens qui posent des prothèses, alors qu'on est 60. Tu vois, Les autres n'en font pas du tout. très peu. Très peu. Ça, c'est un problème de recrutement. Ce que tu dis, toi, c'est que les patients sont réticents. Ils sont réticents, c'est comme quand tu vas mettre une infiltration. Tu vas mettre une infiltration, rigoler que non, l'infiltration, c'est pas bon, c'est ceci, c'est la même chose. Alors souvent, moi, dans notre expérience, tu as deux catégories de personnes. Tu as ceux qui voient quelqu'un qui a été opéré. Et à ce moment-là, quand tu as quelqu'un qui a été opéré et qui va bien dans la consultation, ben, il va rencontrer l'autre personne, il va lui expliquer, il va lui dire par où elle est passée, ça va se passer bien. Et ça, par exemple, en Angleterre, tu ne peux pas faire une prothèse totale de hanche dans ta clinique. Ça n'a rien à voir avec la France et avec c'est un autre système. Ils ont des hôpitaux qui ne font que les prothèses. Alors, c'est très différent. Quand tu vas, on t'explique ce que c'est une prothèse, tu vas aller d'abord voir quelqu'un qui a eu une prothèse. Donc, tu vas discuter avec la personne. Tu vas aller voir l'hôpital où tu vas être opéré. Donc, c'est un autre concept. Et le concept qu'on a, c'est que les patients, c'est des histoires de... Je dis, est-ce que c'est un médecin qui vous a dit que c'était pas bien? Ils me disent non. Mais j'ai vu, j'ai parlé. Alors ils te disent, il y a 20 ans, il y a quelqu'un qui a été opéré, donc tu vas essayer de leur expliquer. Mais c'est pour ça que nous, dans notre pratique, moi c'est ce que je dis, on n'est pas de vrais chirurgiens pour beaucoup d'entre nous, parce que quand tu vois 10 prothèses, tu n'en opères qu'une seule. Alors tu as tous les problèmes, parmi ceux dont tu parles, mais aussi l'économique et tout ça, mais ça va monter beaucoup, 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 parce que chaque fois, il y a plus de chirurgiens et chaque fois, les prothèses, c'est plus facile à mettre. Mais tu as raison, les patients sont réticents, mais c'est notre faute. Mais tu as aussi j'ai eu une patiente cette semaine, tu vois, on se retrouve dans des schémas un peu particuliers. La patiente, elle veut se faire opérer, mais elle n'a personne pour rester avec elle pendant 20 jours. Donc, elle retarde l'intervention jusqu'à que quelqu'un vienne pour la... Donc, je pense que c'est quelque chose qui va se mettre en place progressivement, mais on en fait, pour te répondre, on en fait plus. C'est-à-dire, en 2000, on en faisait très peu. Maintenant, on en fait beaucoup plus par rapport à il y a 20 ans. Merci beaucoup. Plus de questions? Alors, ma dernière question, ça sera hors sujet. Je te demanderai, profitant de ta présence, de donner à l'assistance les nouveautés dans le dossier de la radiologie dans les cabinets médicaux privés. Mais tu peux les donner, toi. Tu les connais. Tu les connais. Bon, on a toujours milité pour la radiologie dans les cabinets. On a réussi à mettre les médecins spécialistes dans la loi 142-12.
Et c'est les décrets d'application. On a beaucoup travaillé avec l'AMSNUR, avec Boukel, on s'est réunis plusieurs fois. On s'est réunis avec le Conseil de l'Ordre, on s'est réunis avec les responsables de l'AMSNUR, on s'est réunis avec le ministère. Maintenant, il y a un texte d'application qui va sortir, on l'attend. Mais le conflit n'est pas à cause de nous, il est entre le ministère de la Santé et l'AMSNUR. Pourquoi ? Parce que l'AMSNUR veut contrôler toutes les sources de rayonnement ionisant et le ministère de la Santé dit qu'il est souverain, qu'il n'a pas à être contrôlé par quelqu'un. Donc c'est un conflit entre deux administrations et le dossier est déposé. Dans ce texte, nous on a eu la possibilité de le voir, dans ce texte il est stipulé que les spécialistes autorisés à utiliser les rayonnements ionisants seront listés entre le Conseil de l'Ordre et le ministère de la Santé. Et il y aura une liste avec les appareils autorisés. Donc, on attend que ce texte soit promulgué. Alors, il est porté, on dit qu'il est porté par le ministère des Mines. Il est porté par le ministère des Mines. C'est le ministère de la Santé qui doit le signer et c'est l'AMSNUR qui le rédige. Donc, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord, donc on attend. On attend et dès qu'il sera sorti, à ce moment-là, il faudra militer au niveau du Conseil de l'Ordre pour pouvoir sortir des listes. Nous, on a déjà fait la proposition et on la relance régulièrement, mais on est fatigué de la relancer. Mais je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Pour l'instant, moi, je suis au Conseil de l'Ordre, donc je vois ce qui se passe. Mais le jour où on n'aura plus ni pneumologue, ni radiologue, ni orthopédiste dans le Conseil, et s'il y a un radiologue, il va essayer de nous bloquer. Pour la petite histoire, mardi, j'ai été à une conférence et j'ai rencontré un des interlocuteurs qui était avec nous et il m'a appris qu'il y avait eu une réunion, mais avec M. Mahouni, pas avec M. Mahouni était plutôt favorable pour les radiologues, il ne comprenait pas qu'on puisse avoir le radio. Mahouni, c'est l'ancien président du Conseil de l'Ordre. Et M. Boukri, il est plus sensible parce qu'on l'a sensibilisé plus, mais maintenant, on ne sait pas qui va venir après. Parce que les élections, je pense que on attend les élections. Elles vont arriver, donc j'espère. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur ça. On attend. Moi j'en discute régulièrement au Conseil de l'Ordre. Alors, la dernière chose qu'on a essayé de faire, et ça, j'en ai discuté avec un conseiller juridique, il m'a dit il faut tenter de demander la radio officiellement. Il faut demander la radio, et si on envoie l'AMSNUR, l'AMSNUR n'accepte pas ou ne répond pas, et nous, on la traduit devant le tribunal administratif. Donc, j'ai contacté plusieurs sociétés. Il y a un qui était sympa, il est venu, il m'a vu. Je l'ai vu cette semaine aussi, parce que c'était après les vacances. Et il me dit, voilà, j'ai bien compris ce que tu veux, mais il faut acheter l'appareil. Je dis, comment? Je dis, mais je ne suis pas sûr de le garder, de l'avoir. Il me dit, non. Mais maintenant, pour l'AMSNUR, pour commander un appareil, pour faire rentrer un appareil, il faut quelqu'un qui le demande et il faut un numéro du tube avec toutes les caractéristiques et il est destiné à la personne qui l'achète. Donc, on est obligé de l'acheter sans garantie qu'on puisse l'avoir. Et il ne fait pas de stock, celui en particulier. On est en train d'essayer de chercher quelqu'un qui a un stock et on va jouer le jeu parce que c'est l'histoire d'un mois et demi. Si on demande, au bout d'un mois, ils doivent nous répondre. Donc, je suis en train de chercher. S'il y a quelqu'un qui veut jouer avec moi, hein, on va essayer de faire la demande officielle, mais on persiste, on va essayer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, cher ami.